du pouvoir politique. C'est ce qu'il a dit, laissé entendre depuis plusieurs jours, depuis cette perquisition, en remettant notamment... Jean-Luc Mélenchon qui arrive, qui va donc prendre la parole depuis le siège de la France. Sous le feu d'une offensive politique organisée par toute la Macronie et qui a trouvé ses relais en instrumentalisant la police, la justice et les médias. J'adresse d'abord un salut très amical à toutes celles et tous ceux qui nous ont envoyé des messages d'amitié et qui nous ont fait surtout la grande faveur de se souvenir que nous sommes des gens honnêtes, inhabitués aux perquisitions, auditions, confiscations diverses dont nous avons fait l'objet. Je ne parle pas de moi, bien sûr, parce qu'on pourrait dire que et mon âge et mon expérience m'auraient prémuni, mais je parle de mes plus jeunes collaborateurs, d'autrefois ou actuels, qui ont été perquisitionnés pour 10 d'entre eux pendant plus de 5 heures de rang, et ensuite auditionnés pour certains 6, 7 heures, comme s'ils étaient des voyous malfaisants. Pour leur honneur de militants politiques, je renouvelle ma protestation et la dénonciation contre ces odieuses violences psychologiques, car ceux qui les commettent savent que c'est une violence dont on ne se remet pas si facilement. Je remercie les syndicalistes, les associations et les partis politiques qui nous ont témoigné de leur compréhension, ayant analysé correctement qu'il s'agissait d'une offensive politique et d'une agression pour essayer, si l'on pouvait, de faire trébucher et peut-être même tomber la France insoumise. Nos équipes, nos militants. Naturellement, si c'était ça le but de la manœuvre, c'est un échec total. S'il s'agit de nous salir, je dois admettre que, au terme de 4 jours de bashing ininterrompu, il est certain que, sans doute, ici et là, des esprits faibles auront peut-être été impressionnés. Mais pour ce qui concerne l'essentiel de ceux qui se sont déjà rassemblés autour de nous, les 7 millions de personnes qui m'ont fait l'honneur de voter pour ma candidature, je ne crois pas que nous ayons été atteints, tout au contraire. Beaucoup ont été galvanisés, comprenant que la violence du choc que nous subissons est proportionnelle à la peur que nous inspirons, à juste titre, à nos adversaires. Je ne peux manquer, après cette liste de remerciements, de noter ceux que je ne remercie pas. Un des partis politiques de l'arc démocratique, traditionnellement considéré, je me demande pourquoi, comme à gauche, Europe Écologie Les Verts, dont nous avons noté avec intérêt l'assourdissant silence. Mais plus encore et plus cruellement sans doute, le Parti socialiste, qui non seulement n'a manifesté aucune sympathie ni solidarité fût-ce humaine, mais s'est senti obligé d'en rajouter dans l'indignation de commandes qui sévissaient sur toutes les chaînes. Le Parti socialiste a voulu faire croire que résister à une action de justice était une ignominie insupportable. Je renvoie tous ceux qui m'écoutent à la page de mon Facebook où vous retrouverez, ou en allant directement à la source, ces films de l'INA où l'on voit le siège du Parti socialiste occupé par la police, car le Parti socialiste de cette époque, 1979, était pris en flagrant délit d'une action qui était délictueuse, c'est-à-dire, à l'époque c'était interdit, faire fonctionner une radio libre. Et pour ceux qui se sont demandé si on pouvait confier à un homme comme moi qui réagit le bouton du nucléaire, je fais observer que plusieurs des personnes qui se trouvaient là ont depuis connu un destin qui a montré qu'ils savaient faire la part des choses entre une soirée de perquisition et l'exercice de leurs responsabilités. On voit ainsi l'actuel président du Conseil constitutionnel protester et résister à une demande de la police d'évacuer les lieux, etc., etc., etc. De la même manière, le président François Mitterrand, accompagné du secrétaire général d'alors de la CFDT, M. Edmond Maire, a accompagné au tribunal Alain Krivine après la dissolution de la Ligue communiste révolutionnaire, au siège de laquelle on avait trouvé à l'époque, allez savoir pourquoi, des cocktails Molotov. Dans ces conditions, on voit ce que les airs prétentieux et arrogants de ce petit groupe peut avoir de décalé et d'insupportable. Il s'agit d'une offensive politique. Voici comment elle a été organisée. Sur le plan purement politique, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, informés aux alentours du 10 octobre, puisque la demande pour faire les interventions et pour faire les perquisitions a été présentée le 10 octobre et elle a été acceptée le 12 octobre. À partir de là, ces gens ont organisé et naturellement saisi par la force des choses
les responsables politiques, la ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. Car c'est plus de 100 policiers qui ont été réquisitionnés pour cette opération, dont je vous rappelle qu'elle n'a aucun précédent politique dans la vie de ce pays. Jamais on a en même temps perquisitionné les personnes et les sièges politiques. Nous avons été traités comme le sont d'habitude les organisations terroristes ou de grand banditisme, encore que nous n'ayons jamais entendu parler récemment d'une opération de cette ampleur. Quel besoin a-t-on d'intervenir chez 10 personnes et 4 sièges en même temps, à la même heure? Que craignait-on? Armés et avec des gilets pare-balles, que craignait-on de nous? Je veux redire que tout ça a été orchestré de manière à fournir une matière première médiatique sur laquelle ensuite pourraient prospérer des jours durant des commentaires diffamants ou infamants à notre égard. On s'est étonné que je me sois emporté et qu'avec mes amis, j'ai voulu entrer dans le siège de la France insoumise. Mais c'est un droit pour nous que d'être dans notre siège. Je vous rappelle que nous sommes dans le cadre d'une enquête préliminaire et non pas d'une enquête judiciaire, qui d'ailleurs nous aurait donné des droits supérieurs à ceux dont nous avons pu bénéficier pendant cette enquête préliminaire. Nous avons voulu entrer. Les responsables administratifs des 2 structures qui étaient perquisitionnées, à savoir l'Air du Peuple et la France Insoumise, étaient empêchés d'entrer dans leurs propres locaux pour observer ce qui se passait à l'occasion de cette perquisition. Cette perquisition a été interrompue et du matériel informatique a été emmené, comme quelques heures auparavant. Tous nos agendas depuis 5 ans, les correspondances privées et politiques de tous ceux qui ont collaboré avec moi au cours des 7 dernières années ont été saisis, ainsi que nos photos personnelles, les plus intimes, mais également celles de nos vacances, celles de nos familiers, ont été saisies sans qu'aucun d'entre nous ne sache quel usage il va être fait de tout ça et pourquoi, alors que ces gens sont restés des heures chez nous. Ils n'ont pas trié au départ les informations qu'ils recherchaient. Pourquoi ils n'ont pas concentré la capture des mails sur les périodes considérées? Pourquoi ils ont absolument tout pris? Eh bien, du matériel a été emmené du siège de la France Insoumise, nous ne savons pas lequel. Nous demandons l'annulation de cette perquisition et la restitution de tout ce qui a été prélevé à ce moment-là, de le faire d'une manière honnête et exhaustive. Tout ce qui a été pris ici l'a été illégalement et doit nous être restitué. J'indique à la CNIL, ou peut-être quelqu'un nous écoute, qu'un fichier, au moins ici, pour ne rien dire de ceux qui ont été pris au parti de gauche, ont été pris. Et nous voulons savoir où ils sont passés. Je demande à ceux à qui il reste un minimum de sentiment de l'exercice ordinaire du fonctionnement d'une démocratie, nonobstant la détestation que nos personnes ou notre mouvement peuvent leur inspirer, de faire honnêtement leur travail et de prendre la part qui leur revient dans la protection de la démocratie. Il ne suffit pas de nous détester. Nous sommes tous co-responsables du pays dans lequel nous vivons. Tous les coups ne sont pas permis contre nous. Maintenant, nous subissons depuis 4 jours, alors que nous sommes en session parlementaire, une désorganisation totale. Hier, ma directrice de cabinet a été auditionnée pendant 7 heures. Elle est la directrice de cabinet du groupe. Auparavant, la secrétaire générale du groupe a vu tout ce que contenait son ordinateur et son téléphone confisqués. Pourquoi tout ça est-il possible? Parce que ils ont, pour une raison que tout le monde comprend, groupé 2 dossiers. Celui de la dénonciation de Madame Montel, qui m'a dénoncé comme ayant abusé de l'usage de mes assistants parlementaires au service du parti dont je suis membre, ce qui prouve à quel point on ne comprend rien à ce qu'est le fonctionnement et le travail d'un assistant parlementaire, qui laisse fort peu de temps, figurez-vous, pour ne pas dire aucun temps, pour participer à d'autres activités. Qui plus est, dans mon cas personnel, mes assistants parlementaires avaient interdiction d'exercer des responsabilités au Parti socialiste, au parti de gauche. Et ensuite, oui, j'ai été membre des 2. Alors, je vous fais un paquet groupé avec sénateurs socialistes et parlementaires. J'ai même demandé à mon attachée de presse, Madame Juliette Prados, que vous connaissez tous, de démissionner du conseil municipal de Montreuil pour pouvoir travailler avec moi. Et ils ont eu l'interdiction formelle de se mêler des activités du parti. Non pas parce qu'il y aurait eu quelque chose de déshonorant à le faire, mais tout simplement parce que je ne voulais pas que la vie de mon parti, le parti de gauche, soit éventuellement perturbée par la proximité qui se constatait entre mes assistants
moi et les diverses querelles auxquelles il est normal de participer quand on est membre d'un parti. Je sais bien pourquoi j'ai créé un mouvement et pas un parti. Mais en regroupant les deux dossiers, on a permis comme ça d'avoir une vision incroyable et aujourd'hui le pouvoir politique dispose de toutes les informations sur la vie du parti de gauche depuis sa création en 2008, puisque les personnes qui perquisitionnaient le siège du parti de gauche nous ont dit que, compte tenu de notre comportement au siège du mouvement La France Insoumise, tous les disques durs seraient confisqués, et ils l'ont été, et ils nous ont été restitués hier. C'est donc, premièrement, le siège de la France Insoumise. Deuxièmement, celui du parti de gauche. Troisièmement, celui de l'Air du Peuple, qui ont été perquisitionnés, ainsi que celui de notre prestataire de service, la société Mediascope, qui nous a servi de société de consommation pendant de communication pendant, excusez-moi, je suis très fatigué, qui nous a servi de société de communication pendant la campagne électorale. Pour que chacun comprenne la nature de ma fatigue. Je suis président d'un groupe et nous sommes dans le débat budgétaire. Je participe donc à l'organisation de ce débat. Je suis un des animateurs de la France Insoumise dont le siège a été attaqué. Je suis membre du parti de gauche et 10 de mes collaborateurs, qui n'ont pas tous l'épaisseur de mon cuir, ont passé des heures et des heures en perquisition ou en audition. Et je considère que c'est mon devoir de chef et d'amis que de les assister tous, parce que tous ont vécu ces 4 journées comme une violence psychologique personnelle. Voilà ce qui vous explique qu'il peut m'arriver d'être fatigué et parfois de crier plus fort qu'il ne le faudrait. Mais je demande quel être est capable de manifester dans une telle situation autre chose qu'une immense colère. Je veux vous dire que je me tenais fort tranquille à mon domicile subissant cette humiliante perquisition commencée à 7 heures du matin. Et ce n'est que parce que j'ai découvert, grâce à la présence après son arrivée, de mon ami le député européen Younous Omarjee, qu'en même temps avaient lieu toutes ces perquisitions partout, que réellement j'ai compris que j'avais affaire à une offensive politique et que j'ai décidé de passer à la contre-offensive politique. Je suis en ce moment dans cette contre-offensive. Je viens sur cette histoire d'assistants parlementaires. Je réaffirme sur l'honneur que nous nous sommes toujours conformés exactement au règlement européen. Pour ceux qui en douteraient, mon directeur de cabinet, Laurent Mafféis, avait demandé à chaque étape à l'administration du Parlement européen si les dispositions que nous avions prises étaient conformes au règlement du Parlement européen. Au moment où la campagne électorale a commencé, mon directeur de cabinet est allé consulter l'administration du Parlement européen pour examiner tâche par tâche qui pouvait être compté pour combien d'heures, qui au Parlement européen, qui devait être mis en congé. Certains ont été mis en congé, d'autres ont vu leur temps de travail diminuer pour le Parlement européen, et ainsi de suite. Cette situation a donné lieu, après la dénonciation de Madame Dumontel, copieusement et généreusement reproduite, sans aucune vérification du bien fondé de ce qu'elle affirmait, a donné lieu à une nouvelle question posée par le Parlement européen en novembre 2017, me donnant comme date limite pour y répondre la date du 5 janvier 2018. J'ai envoyé ma réponse le 3 janvier 2018. Elle répond point par point à toutes les questions qui ont été posées à tous mes assistants de l'époque, dans toutes les auditions. Il aurait suffi de me demander quelles dispositions on aurait pris, quelles dispositions nous avions pris avec nos assistants. J'aurais remis ces courriers comme preuve de ma bonne foi et j'aurais montré, sans qu'il y ait besoin de mobiliser une armada pareille, que nous sommes dans cette affaire absolument de bonne foi, absolument honnête, absolument régulier dans notre façon de travailler. Mais je veux dire ceci, c'est une idée tout à fait extravagante de penser qu'un assistant parlementaire d'un homme politique comme moi, président d'un parti et candidat à une élection présidentielle, n'a aucun engagement politique et ne sait pas ce qu'il fait, ni comment. Le travail d'un parlementaire est un et indivisible. Un et indivisible. Je suis député du matin au soir, la nuit et le jour, dans tout ce que je fais, puisque d'ailleurs vous m'observez sans arrêt, et que où que ce soit, quelles que soient les circonstances, tout est mis sur le plan de la politique, vous le savez mieux que personne. Et ceci vous expliquera un point de détail qui a échappé aux incultes. L'expression « ma personne est sacrée » est une expression dont vous trouverez l'explication dans le Littré, un dictionnaire bolchevique bien connu, dans lequel
on fait référence à l'histoire profonde qui fait que les tribuns du peuple, dont je m'honore de faire partie, et les parlementaires, depuis la Première République en France, sont déclarés inviolables et qu'ils bénéficient d'un certain nombre de protections. Que ces protections font qu'ils ne sont pas sur tous les plans, sur le même plan que tous les citoyens en effet. Et vous autres journalistes, vous le savez mieux que personne, puisque vous disposez aussi de protections légales qui protègent vos sources, vos personnes, au point qu'une des perquisitions mercredi matin a failli être séance tenante, annulée et interrompue parce que une de mes collaboratrices vit avec quelqu'un qui a à voir avec la presse. Donc vous le savez aussi bien que moi. Et c'est donc faire preuve d'une mauvaise foi que de prétendre que je prétendais me placer au-dessus de la loi. Je n'ai jamais prétendu me placer au-dessus de la loi. Aucun d'entre nous ne l'a prétendu. Nous demandons à être traités comme des justiciables ordinaires en situation comparable. Pourquoi suis-je perquisitionné à 7 heures du matin, ainsi que tous mes anciens assistants, alors qu'aucune des 16 autres personnes dénoncées par Madame Montel ne l'a été, ni même interrogée? Madame Montel a dénoncé 17 personnes. Il en reste 16 qui doivent donc s'attendre à tout moment à voir surgir des policiers armés dans leur domicile à 7 heures du matin, j'en suis sûr, puisque la loi est la même pour tout le monde, paraît-il, et que personne n'est au-dessus de l'application de la loi. J'interroge ceux dont c'est le métier d'interroger. Pourquoi se fait-il que moi, et moi seul, mes équipes subissent un traitement pareil? Clairement, c'est une offensive délibérée. À la suite de quoi, la radio de l'État s'est lancée dans ce qu'ils appellent une investigation. Après que nous ayons reçu une quantité considérable de papiers posant toutes sortes de questions qui montraient à l'évidence que des pièces du dossier étaient connues avant même qu'elles aient lieu, nous avons eu droit ce matin à la diffusion, sans aucun moyen de réplique, à une série d'affirmations diffamatoires et calomnieuses. Mon camarade Adrien Quatennens a été prévenu à 6h30 du matin que le sujet serait à l'antenne. Adrien Quatennens n'a aucune part à la gestion de la campagne, ni des comptes de campagne, et à plus forte raison de mes assistants parlementaires européens. C'est donc entre 6h30 du matin et l'heure de la diffusion qu'il lui a fallu en toute hâte recommencer à réveiller des gens pour savoir quelles étaient les réponses aux questions qu'on entendait déjà sur les antennes depuis la veille pour certaines. Ce sont donc un ensemble de procédés qui ont allumé le feu. Et nous avons aujourd'hui vu une journée entière d'informations en continu qui ont relayé des informations fausses. Ce n'est pas la première fois pour France Info, puisque le premier assaut de France Info contre mes comptes de campagne a été mené alors que cela même n'était pas publié, en janvier de l'année 2018, après que M. de Chalvron, qui est un homme qui est aujourd'hui sous le coup d'une enquête en diffamation sur le même sujet, a publié, disais-je France Info, des chiffres erronés sur les payes des uns et des autres. Qu'entre-temps, vous auriez pu vous donner le mal de comparer avec ceux, à conditions égales, à travail égal, dans les autres associations de financement des campagnes électorales. Et vous auriez alors découvert que M. Corbière, qui m'a fait l'amitié et l'honneur d'être mon porte-parole, ne pouvait naturellement pas, alors même que la campagne commençait, puis qu'elle avait lieu, sans préjuger de son résultat, démissionner de l'éducation nationale pour correspondre à je ne sais quelle exigence de votre part. Il s'en est mis en congé et il a été recruté sur le seul statut qui restait à sa disposition, celui d'auto-entrepreneur, pour un salaire moyen d'environ 3 000 €, alors que tous les directeurs de cabinet des autres campagnes ont gagné le double ou parfois le triple. De la même manière, il est clair à partir d'aujourd'hui que pour faire durer le plaisir, on a choisi un bouc émissaire. Madame Sophia Chikirou, directrice de la société Mediascope, qui a donc été perquisitionnée à son domicile, perquisitionnée au siège de son entreprise et auditionnée depuis ce matin 10 heures. Il est 4 heures de l'après-midi et ça dure. Et il est prévu qu'elle soit à nouveau interrogée lundi. Je demande quel autre chef d'entreprise est traité de cette manière. Est-ce qu'il s'agit du PDG de Monsanto, à qui on reprocherait le glyphosate? Est-ce qu'il s'agit de telle ou telle société qui a commis des crimes et de la fraude fiscale? Non, une petite boîte de communication, mais la plus talentueuse. D'abord, je lui renouvelle l'expression de ma confiance totale. Et mes félicitations pour les performances qu'elle nous a permis d'atteindre dans cette campagne. Je voudrais vous rappeler que nous avons fait la campagne la plus longue de toutes les campagnes présidentielles. La campagne de M. Macron a duré 7 mois, si on en croit ses déclarations officielles. La campagne de M. Hamon a duré 3 mois.
Notre campagne a coûté pour un an plein, et je ne compte pas la période précédente, 11 millions. Celle de M. Macron, 16 millions. Celle de M. Hamon, 15 millions. 15 millions 3 mois, 16 millions 7 mois. Je ne le fais pas par esprit de compétition, mais pour vous rappeler tous, non pas eux, mais vous, qui publiez du matin au soir des chiffres, sans les comparer, sans donner leur signification, ce que ça signifie. Alors, il paraît qu'un aigle de ce service soi-disant d'investigation a réussi à trouver une vidéo qu'il trouve exagérée, sur un budget de 11 millions. Une vidéo qui aurait coûté 200 € et ce serait trop. Et nous voyons apparaître des experts sur le plateau qui disent ça prend 2 minutes de passer une vidéo. C'est naturellement quelqu'un qui ne connaît absolument rien à ces métiers. Non, ça n'est pas 5 minutes. J'ai même entendu quelqu'un d'autre dire une bêtise encore plus grosse, sous-titrer un discours de 2 heures, ça prend à peine 30 minutes. Non, au moins il faut entendre les 2 heures. Et il faut les réécouter, à moins d'entendre du son en vitesse accélérée. Donc, au moins, pour écouter un discours de 2 heures et le retranscrire, même en tapant à la vitesse de la lumière, ça prend 2 heures. Ça prend pas 30 minutes. J'en foutre. Ça prend pas 30 minutes. Nous avons droit au respect. Pas que tout le monde nous accuse de n'importe quoi, n'importe comment, en prenant l'air bouffi et important sur un plateau de télévision. Eh bien, est-ce que quelqu'un parmi vous a pensé à faire la comparaison de demander combien valaient 5 minutes de live Facebook publié par l'un ou l'autre des autres candidats? Même pas. Même pas. Moi, je vais procurer une facture de quelqu'un qui n'a rien à voir avec tout ça et qui, pour 2 minutes, a eu 250 € de facture. Alors, puisque, paraît-il, toutes les rédactions ont à nouveau envoyé tout le monde au siège de la commission des comptes de campagne pour examiner quels comptes, les miens, seulement les miens, encore une fois, sans comparer avec rien ni personne. Dans cette entreprise qui veut nous détruire, salir notre honneur, épuiser notre résistance psychologique. En vain. Maintenant, c'est nous qui vous posons des questions à vous, qui êtes censés être là pour faire la lumière, établir la vérité, révéler ce qui est caché. Combien coûte une vidéo dans les autres comptes de campagne? Pourquoi les autres ont-ils dépensé tant de plus que nous? Comment expliquez-vous que pour ce qui concerne le coût total des clips, on trouve 152 000 € pour un clip chez M. Macron et 108 000 € pour 20 clips dans mon compte de campagne? Comment trouvez-vous 103 000 € pour 8 mois de conseil pour M. Macron et 80 000 € pour ce qui me concerne? On m'a dit 6 000 € l'unité pour des clips réseaux sociaux pour M. Hamon, 600 € l'unité pour des clips réseaux sociaux pour Jean-Luc Mélenchon. 190 000 € pour des clips officiels de l'un, 108 400 pour les miens. Je pourrais comme ça vous donner des dizaines de chiffres de cette nature. La véritable crainte que nous avions, ça n'était pas de surfacturer, mais de sous-facturer. Car la commission des comptes de campagne était obsédée par la situation de Big Malion, où tout avait été sous-facturé. Je voudrais vous dire que nous n'avons cessé, avant l'ouverture des comptes officiels, de demander l'autorisation à la Commission nationale des comptes de campagne d'ouvrir le compte de l'association L'Air du Peuple. Qu'ensuite, quand nous avons ouvert notre compte de campagne, nous ne pouvions pas transférer l'un à l'autre parce que c'est illégal. C'eût été une personne morale subventionnant un compte de campagne. Et si nous voulions pouvoir continuer à utiliser le matériel qui avait été acquis, etc., on était obligé d'avoir un derrière l'autre comme un train. Nous avons demandé à la commission des comptes de campagne si cette décision était légale et conforme, et on nous a dit qu'elle l'était. Autrement dit, la commission des comptes de campagne, dirigée par M. Logereau, s'est comportée comme des gens qui organisent un traquenard, qui vous disent un jour oui, puis le lendemain vous disent non. Après la remise des comptes, nous avons répondu à 2000 questions posées par M. de Chalbron et quelques autres. Questions au téléphone, questions par mail, des fois la même au téléphone et par mail. Nous nous sommes tout le temps conformés à ce qu'on nous disait. Nous étions prêts à répondre à 3000 autres questions si on nous les avait posées. Par conséquent, M. Logereau, déjà responsable du désastre de la campagne présidentielle précédente, M. Logereau, qui a laissé faire M. de Chalbron, rapporteur, qu'il a lui-même nommé en sachant qu'il nommait quelqu'un qui a été directeur de cabinet de M. Mexando, ministre socialiste, avec lequel mes relations sont épouvantables depuis 30 ans. Vu qu'il appartenait à une fraction que j'ai durement combattue pour des raisons sur lesquelles je ne souhaite pas m'étendre aujourd'hui. Il a nommé quelqu'un qui était parti pris, si bien que maintenant je dis ceci.
Il faut réformer cette commission de comptes de campagne et tous les candidats doivent avoir le droit de récuser un rapporteur, d'abord de connaître son identité et de pouvoir le récuser. Sinon, c'est trop facile. On nomme un ennemi politique d'un homme politique pour rapporter sur ses comptes de campagne et on a le souk auquel on assiste. J'ajoute que nous n'avons déclaré, par rapport aux 8 millions que nous pouvions demander de remboursement, nous pouvions demander 8 millions de remboursement. Nous n'en avons demandé que 6 millions. Par conséquent, il n'est pas vrai que d'une quelconque manière nous ayons essayé d'exagérer ou de remplir nos caisses. C'est pourquoi je vous mets tous en garde. Tous ceux qui titrent sur le fait que nous avons fait de la surfacturation s'exposent à des poursuites judiciaires qui auront lieu. Car nous nous défendrons implacablement sur tous les terrains, contre tout le monde. Nous n'avons peur de rien ni de personne. Nous sommes victimes d'une agression politique et nous sommes consternés de voir que dans la journée d'aujourd'hui, prenant Madame Chikirou comme un bouc émissaire, avec des relents sexistes que tout le monde a pu observer, parce que nous avons vu sur des chaînes en continu une proche de Jean-Luc Mélenchon. Non, tout le monde est proche de Jean-Luc Mélenchon dans la France insoumise. Madame Chikirou est la directrice de Mediascope. Respectez sa fonction. Et en même temps qu'elle, 3 autres personnes étaient auditionnées, tâchez de vous en souvenir, qui étaient également de mes proches, dont le député Bastien Lachaud. Il y a là quelque chose qui ressemble au bûcher de la sorcière. Parce que nous sommes capables de lire les titres qui se mettent dans certains journaux, tels que la sulfureuse Madame Chikirou, la mystérieuse. Il n'y a aucun mystère dans le type d'activité qu'est celui de cette femme et de cette société à notre service, celui de la France insoumise. Nous avons fait la plus belle campagne, la plus réussie, saluée dans le monde entier comme une performance qui nous vaut d'être aujourd'hui entourés, demandés et sollicités. J'ai fait appel à ses services parce qu'elle avait la pratique d'une campagne internationale, celle de l'État équatorien contre l'entreprise multinationale Chevron. Ensuite, parce qu'elle avait la pratique d'une campagne examinée sur le terrain auprès de M. Bernie Sanders. Puis, de la campagne de Podemos. C'est donc la personne la plus compétente et la plus brillante dont nous pouvions disposer à ce tarif. Naturellement, je comprends qu'une femme, au nom suspect, exaspère ses concurrents et ses rivaux. Mais je vous prie de regarder de quoi l'on parle, quelle somme parle-t-on? On parle dans une campagne de 11 millions de 1,1 million d'euros. C'est pas la peine d'en rajouter 2, hein, parce que j'ai vu sur une chaîne que c'était 1,3 million. Non, c'est 1,1. Sur ce 1,1, si vous enlevez la TVA, on parle de 913 000 euros. Ceux qui sont les gens de métier, de cette profession, qui connaissent cette profession, pensent-ils qu'une campagne de 12 mois veut 913 000 euros et que c'est un prix excessif? Est-ce que vous vous rendez compte que sur ces 913 000 euros, il y en a 503 000 qui sont de la sous-traitance? Autrement dit, qu'elle a dû payer elle pour faire travailler d'autres gens, comme c'est normal que cela se passe dans une campagne de ce titre. Il s'agit donc d'une somme de 503 520 euros sans les achats aux autres prestataires. Voilà de quoi on parle. Et c'est ça qui nous vaut d'être traités comme des bandits et des voyous. Ce qui fait un taux de profit qui doit être nettement inférieur à celui du marché, c'est-à-dire nettement inférieur à 20%, à 15% et peut-être même encore moins si vous vous donnez le mal de calculer. On lui a reproché 600 euros par jour de prestations confondues. Je vous indique, je fais le travail à votre place, que si vous aviez été regarder les prix du marché, vous auriez découvert que c'est 903 euros pour le reste de la profession. Autrement dit, c'était pas cher. Et s'il faut vous éclairer davantage, je vous rappellerai que vous, journalistes, selon le journal Le Figaro, je ne dis pas nous qui ne vous aimons pas, mais Le Figaro qui vous aime, puisqu'il fait partie de la sainte profession. Eh bien, selon le journal Le Figaro, une prestation de quelques heures dans un supermarché, comme ça arrive souvent à certaines de vos stars, c'est entre 3 500 et 8 000 euros pour quelques heures. Un journaliste de l'après-midi dans un supermarché, c'est 1 000 euros de l'heure. Voilà. Je vous demande de décélérer vous aussi. Il faut une désescalade. Vous devez vous rendre compte que vous nous aimiez ou pas, c'est créer un précédent incroyable que de frapper un des partis d'opposition, mais en tout cas assez singulier et assez remarqué, pour qu'on lui vaille un traitement pareil. 10 perquisitions, 3 sièges fouillés, du matériel emmené, tous nos calendriers, tous nos calepins, toutes nos photos, tous nos fichiers. Est-ce que ça ne vous paraît pas totalement disproportionné? Et une femme qui est directrice
d'une entreprise de communication qui réussit une campagne brillantissime que tout le monde observe, retenu pendant des heures, perquisitionné à domicile, perquisitionné à son local. Et encore, je ne vous raconte pas tout parce que nous n'en avons pas fini avec les auditions. Mais je vous garantis que les pieds nickelés qui sont livrés à cette occupation vont avoir le récit de leur peine qui sera donné le moment venu. Ne croyez pas une seule seconde, que l'un d'entre nous baissera les yeux. Nous ne sommes pas des voyous, nous sommes des militants politiques. Alors bien sûr, on peut être excessif. Et il peut arriver qu'on commette ici, là, une erreur ou une autre. J'en profite pour dire combien je suis désolé de cette histoire avec je ne sais quel journaliste. Je croyais qu'elle se moquait de moi, parce qu'elle avait pris un accent marseillais et que je suis élu de Marseille. Et je lui ai répondu en imitant l'accent. J'ignorais qu'elle l'était elle-même et que c'est son accent. Ce qui nous vaut séance tenante, toutes sortes d'enquêtes sur les accents et même une proposition de loi contre la glottophobie. J'ai amélioré mon vocabulaire d'un mot, vous voyez que tout le monde peut apprendre. Enfin, tout ça est ridicule. Il faut maintenant faire baisser le niveau de violence qui existe dans cette affaire. Mais nous ne céderons pas. Et je dis à M. Macron, qui hier a répondu que la justice était indépendante, je suis obligé de lui dire que l'usage qu'il en fait ne le prouve pas, parce que tous les responsables politiques savent qu'un procureur qui agit dans le cadre d'une enquête préliminaire n'est pas un procureur indépendant. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une enquête judiciaire décidée par un magistrat du siège qui donne un ordre à un magistrat parquetier pour aller faire telle ou telle démarche. Ce n'est pas vrai. Donc c'est bien un ordre politique qui a été donné puisqu'il savait que cette intervention aurait lieu. Ils le savaient les deux. Madame Belloubet, qui a été autrefois socialiste et une amie, qui sera donc ravie d'apprendre que ses services disposent donc dorénavant des photographies du temps qu'on passait ensemble dans les années 2005 ou 2006, parce que malheureusement pour moi, je garde toutes mes photos, eh bien ces services en disposent. Mais enfin, elle doit elle-même se rendre compte de l'absurdité de procéder pareil, et qu'elle n'aille pas prendre cet air qu'elle se donne de n'avoir rien à voir avec rien, de n'être au courant de rien. On ne mobilise pas 100 agents de la police judiciaire ou je ne sais combien, sans qu'elle le sache et sans qu'elle l'ait décidé et autorisé. Ce n'est pas vrai. Par conséquent, M. Macron a lancé une offensive politique. Pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'après l'affaire Benalla, ils avaient monté un grand plan de com'. Après avoir embrassé les passants dans la rue à Saint-Martin pour manifester sa réconciliation avec la France profonde, il y avait le remaniement. Patatras, ça dure 15 jours. Et puis le remaniement étant fait, il y aurait le soir le discours du grand chef à la télévision. Et comme il y aurait eu des perquisitions le matin, on aurait appris que non seulement lui va très bien, que son remaniement est fait, que tout ça est magnifique et magique, mais que son principal opposant a été perquisitionné, entendu par la justice dans des conditions que rien que l'énoncé de ce dont nous sommes soupçonnés est en bain de boue. Ou les services qui nous entendent. Nous avons été entendus par l'Office central de la répression de la corruption et de la fraude fiscale. Eh bien, tous ces agents, au lieu de courir après les Panama Papers et d'autres actions de ce type sur lesquelles ils sont, étaient en train d'enquêter sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Tout ça est un gâchis absolument inouï. Monsieur Macron s'est lancé dans une offensive politique qui a fait pchit. Tout s'est écroulé et il est ridicule. Son remaniement est un replâtrage sans consistance. Le fait d'avoir nommé une ancienne directrice de la communication de Danone, entreprise pour laquelle il a toutes les raisons d'avoir beaucoup de reconnaissance compte tenu de sa carrière, tout ça est un signe de plus qui montre que la Macronie est entrée en agonie et qu'elle nous fait payer à nous cette agonie politique. Voilà ce qu'elle est en train de faire. Quant à mes dénonciateurs, Madame Dumontel, elle fait l'objet d'une demande de levée d'immunité parlementaire, non pas de moi, mais des organisations antiracistes qui lui reprochent un manuel dans lequel elle expliquait de quelle manière s'en prendre à des personnes qui ne lui conviennent pas. Et cette dame avait dit elle-même que c'était une plaisanterie, je ne cesserai de vous le rappeler. Voilà pour celle-là. Quant à M. de Chalvron, cet être vil et dégénéré, qui fait de la dénonciation en cachette, il devait être sur le plateau avec Adrien Quatennens, il tenait l'occasion de sa vie d'avoir la lumière sur lui et de montrer rayonnant la force de ses arguments. Il s'est dégonflé comme la baudruche qu'il est. Et il a voulu d'abord parler en demandant, en suppliant, les larmes aux yeux, M. Adrien Quatennens, de bien vouloir parler avant lui pour qu'il puisse répondre et ne pas être écrasé ensuite. Voilà quels sont les gens qui m'attaquent. Et voilà quelles sont les personnes qui sont instrumentalisées. Si ce monsieur Chalvron a quoi que ce soit dans le crâne à part de la méchanceté,
eh bien, il devrait accepter un débat contradictoire, par exemple, avec la mandataire financière. D'accord, c'est une femme, mais c'est une militante politique, monsieur de Chalvron. Et une militante politique d'une exceptionnelle force et intelligence, madame Marie-Pierre Oprandi, qui est ma mandataire financière depuis que je fais des campagnes tout seul. Quelqu'un d'extraordinairement discipliné, qui, prévoyant la perversion de nos ennemis, appelait sans cesse la Commission nationale des comptes pour vérifier que chacune des opérations qu'elle posait. Qui commandait à la campagne? Moi, qui donnais les ordres d'orientation et qui attendait d'être obéi, et qui l'a été. Puis M. Manuel Bompard, qui dirigeait la campagne, c'est-à-dire tout depuis l'organisation du personnel, qui était coordonné par un secrétaire général de campagne qui s'appelle Christian Marr, et commandé aux différentes équipes qui se trouvaient là, y compris celle de communication, car notre système de communication, qui est extraordinaire sur le plan technique, sur le plan politique, est totalement, absolument, radicalement subordonné à la décision politique, la mienne. Et par conséquent, ce qui était attendu d'eux, c'était qu'ils le mettent dans les termes qui sont ceux de la communication pour que ça fonctionne. Et la troisième personne était Marie-Pierre Oprandi, qui pour chaque dépense engagée devait donner son aval. Et elle le faisait en connaissance de la loi, en connaissance des règlements, avec l'expérience d'une campagne qui avait déjà été menée. Mais qui pouvait prévoir, alors même que nous étions assistés d'un technicien de la comptabilité qui est une personnalité reconnue de ces questions de compte de campagne, une personnalité reconnue qui a participé à l'édiction des règles d'organisation. Comment pouvait-on prévoir que ces gens changeraient les règles en cours de route et sans nous prévenir, et que pour la même location, dans le même local, pour le même type de surface, pour le même type de prestation, ce qui était vrai à la campagne de 2012 devenait, sans crier gare, et après coup, faux en 2017. Voilà dans quelle situation nous sommes. Vous allez sans doute trouver que, compte tenu de vos bonnes mœurs, je parle trop fort. Et peut-être mes mains bougent-elles trop. Mon visage montre-t-il trop mes sentiments. Je suis un homme, pas une machine. Je suis au terme d'une rentrée politique qui a été bien dense. J'assume mes responsabilités, toutes. Celles dans la campagne, celles dans la conduite de mes assistants parlementaires. J'assume tout, moi personnellement. Par conséquent, il est inutile de persécuter des dizaines de gens, puisque celui qui donne les ordres est devant vous. Il suffit d'en attraper un. Mais encore faut-il avoir des motifs pour le faire. Et il n'y en a pas. Et il n'y en aura jamais. Nous sommes des gens honnêtes. Nous n'avons volé personne. Nous n'avons rien subfacturé. Nous avons passé notre temps à avoir la trouille de sous-facturer. Nous avons déclaré jusqu'à l'air qu'on respirait. Et nous n'avons pas demandé qu'on nous rembourse tout ce que nous avons dépensé. Je le redis, nous avons demandé 6 millions de remboursements pour 8 millions de dépenses. D'accord? C'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons fait la part des choses. Dans ce qu'on croyait avoir fait la part des choses. Les dépenses hors cadre dont on a décidé nous-mêmes qu'elles étaient hors cadre, que donc elles n'auraient pas lieu à remboursement. Sans que jamais nous ayons dépassé le plafond des dépenses. Et je vous rappelle que mes comptes de campagne ont été validés. Validés par celui-là même qui ensuite a été dire qu'il avait un doute et que donc il saisissait la justice et la police. Ça n'a l'air d'étonner personne. Que la même personne, après augmentation de salaire, après m'avoir validé mon compte de campagne, tout d'un coup se lève un matin et dit « Ah ben tiens, je saisis au nom de l'article 40 parce que j'ai un doute ». Est-ce que ce doute n'a pas été sollicité? Et quelle est sa signification? Parce que c'est lui qui a les moyens de poser des questions et d'investiguer. Ça fait partie de son boulot. C'est pour ça qu'il est nommé. C'est pour ça qu'il est payé. C'est pour ça qu'il a du personnel. Il s'est donc réfugié lâchement en disant lui-même que c'était sous la pression médiatique. Il s'est réfugié lâchement en disant que la police et la justice se débrouillent de Mélenchon parce que moi j'ai trop peur. Il a raison d'avoir peur, car je suis en effet implacable dans ma défense. Je trouve que ces façons de faire sont indignes. Partout où cela se sait que nous avons fait dans le monde l'occasion de cette intervention policière, partout les messages qui reviennent sont des messages de consternation. Personne n'imaginait qu'en France une chose pareille puisse être possible. Il n'est pas vrai que d'autres l'aient subi. Ce n'est pas vrai. Des sièges ont été perquisitionnés dans certains cas. D'autres fois, ce sont des personnes pour d'autres dossiers. Mais nulle part il n'y a eu une opération de police de type antiterroriste contre un parti politique et les différentes personnes qui travaillent pour lui. Un dernier mot, ce sera
pour élucider ce mystère extraordinaire que constitue l'existence d'une association curieusement intitulée L'Air du Peuple, quoi que ce soit le nom de mon livre, et dont personne n'est allé lire l'objet. L'objet est de propager la pensée de Jean-Luc Mélenchon. Vous pourriez au moins vous moquer de moi et me faire l'honneur que par vos moqueries, vous compreniez le sens de cette action. Pourquoi cette association existe-t-elle? Pourquoi? Personne ne me l'a demandé. Il doit y avoir une raison quand même. On l'a créée parce que ma campagne a commencé le 11 février 2016, quand j'ai proposé sur TF1 ma candidature publiquement. À partir du 11 février 2016, nous avons recueilli sur la plateforme des adhésions à ma candidature et des fonds. Le seul moyen qu'on avait de mettre tout ça en ordre et d'en assurer une gestion qui puisse devenir transparente, c'était précisément de déposer une association. Il était interdit de la dissoudre dans l'association de campagne. C'est interdit. Par conséquent, je n'allais pas le faire. Voilà pourquoi nous avons mené nos affaires de cette façon. Il suffisait de poser les questions et on aurait répondu. Si vous avez des questions à poser à l'une ou l'autre occasion, n'hésitez jamais à le faire. Évitez de nous envoyer des liasses de papier avec des soi-disant questions, comme l'ont fait récemment vos collègues du Point. La cellule investigation. Parce que nous aussi, maintenant, nous allons créer une cellule investigation à la France insoumise, parce que nous avons de nombreuses investigations à mener, et nous vous tiendrons informés de celles que nous menons ici et là. Eh bien, ce sont des liasses de questions. C'est 20, c'est 30, c'est 40 questions. Et nous avons 10 jours pour y répondre, des fois 8 jours, 3 jours, 2 jours, pour qu'on réponde, pour qu'on puisse ensuite dire « il n'a pas souhaité nous répondre ». Sous-entendu, nos questions sont tellement habiles et piquantes que il a eu peur. Ces méthodes-là sont infâmes. Ceux qui s'en rendent coupables croient qu'ils vont marquer des points contre nous, ils se trompent lourdement. La dame qui a déjà écrit un livre sur la suggestion de la Société Générale pour taper Kerviel ne me fait pas peur. Je sais pour qui et comment elle travaille. C'est de la plume à gage. Ceci est fait aussi pour nous salir, seulement nous salir, seulement nous salir. Voilà, telles sont les méthodes de la Macronie. Voilà, si vous avez des questions, mon camarade Caténin va vous y répondre, ce qui m'évitera de faire des erreurs d'accent avec vous. Monsieur Mélenchon, s'il vous plaît, quelle est la nature de votre relation avec Sophia Chikirou? Excellente, monsieur. Mais encore? Excellente, je vais vous dire. Vous avez quel genre de question? Quel est le sens de votre question? N'ayez pas peur, mon bonhomme. Non, j'ai pas peur. Eh bien voilà. Donc, quelle est la nature de ma relation? Elle est excellente. Si vous voulez faire remarquer qu'elle est une femme, que je suis un homme, et que peut-être cela pourrait entendre quelque chose, je vous rappelle quel est mon statut. Vous le connaissez? Président de la France Insoumise. Non, non, mon statut est état civil. Ben oui, vous me posez une question. Quel est mon statut? Qu'est-ce qui est écrit? Vous êtes célibataire. Merci. Et donc vous avez... Et pour les impôts, que suis-je? La même chose. Voilà. C'est la raison pour laquelle vos questions, dont je perçois parfaitement le caractère insidieux et violateur, voilà, vous avez ma réponse. Quelle est la nature de mes relations? Excellente. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je vous remercie pour la qualité de vos interrogations et je ne suis pas peu heureux de me... Vous voyez, avec M. Katnas, ma vie privée ne vous regarde pas, madame. Sinon, on va parler de la vôtre aussi. Volontiers. Ça va? Pour l'intervention de Jean-Luc Mélenchon, une tribune de près de 3/4 d'heure dans laquelle il est revenu sur ce qui s'est passé cette semaine, sur les 2 enquêtes préliminaires qui sont en cours et pour lesquelles